Bonjour, bienvenue sur ma chaîne superfan.fr. Tu regardes ou tu écoutes NUM Rendez-vous, l'émission de la révolution numérique et de la transformation digitale qui résume toute l'actualité des géants du web et de la tech, disponible sur ma chaîne YouTube superfan.fr et également en replay sur toutes les plateformes de podcast, notamment Apple Podcast, Google Podcast et Spotify. Nous sommes le dimanche 23 février 2020. Et pour moi, la news du jour, c'est le nouveau baromètre YouTube publié par le groupe Webedia, qui est notamment propriétaire de Talent Web. Plus de 100 milliards de vues sur les chaînes YouTube des influenceurs francophones. En 2019, les youtubeurs francophones ont engrangé 103 milliards de vues. L'étude mentionne également les 900 millions d'abonnés supplémentaires à des chaînes de créateurs actifs. Je te rappelle d'ailleurs que tous les articles mentionnés dans ce podcast sont disponibles dans les commentaires sous cette vidéo avec tous les liens directs. Comme d'habitude, je mets toujours mes sources. Voici donc l'infographie qui résume cette étude du baromètre 2019 Les talents sur YouTube qui a été fait par Webedia en partenariat avec Talent Web et Tubular qui est une société d'analytics vidéo. Le cap des 100 milliards de vues annuelles est atteint, 103 milliards vidéos vues, c'est plus de 36,2% par rapport à 2018, 900 millions d'abonnements en France, 85% des viewers engagés ont moins de 45 ans, engagement moyen des vidéos de talent 1,8% de taux d'engagement, profil des utilisateurs engagés hommes à 60% mais moins 2 points et femmes 40% plus 2 points. Un marché professionnel structuré par d'incontournables multi-channel networks, ce qu'on appelle des MCN, ces réseaux, et évidemment Talent Web qui appartient à Webedia numéro 1 avec 166 millions d'abonnements. Numéro 2 des MCN, Studio 71 avec 75 millions, Wizdeo 47 millions, Maker Studio 16 millions d'abonnés et enfin, on dit Machinima ou Machinima ? Je sais pas. Machinima avec 4 millions. Top 5 des MCN en vidéo vues, Talent Web encore numéro 1 avec 7,1 milliards de vidéos vues. En revanche, et ça c'est très fair play de la part de Webedia de le mettre, en engagement, Webedia n'est pas numéro 1. On le sait, les gros youtubeurs attirent moins d'engagement, génèrent moins d'engagement par rapport aux micro-influenceurs par exemple, et c'est pour ça que de plus en plus de marques se tournent plutôt vers des micro-influenceurs quand ils sont en recherche d'authenticité, de proximité et de sincérité. En tout cas, Edge Network, un taux d'engagement moyen de 5,6%, Fullscreen 4,8% d'engagement, Wizdeo 4,2% et enfin Talent Web, Webedia 4%. La plus forte progression en termes d'engagement, c'est Edge Network avec plus 1,9 points. Les youtubeurs superstars du web, voici donc le top 10 créateurs en abonnement en 2019. Squeezie numéro 1 avec 14 millions d'abonnés. En croissance, Squeezie. Cyprien en légère baisse avec 13,5 millions d'abonnés. Norman fait des vidéos, 11,8 millions, donc Norman stagne. Quatrième, Thibaut InShape, déjà avec 6,7 millions d'abonnés en forte croissance. Bigorneau et Coquillage. Ensuite, c'est la chaîne de Squeezie et Cyprien, avec 6,5 millions. Lama Fâché, 6,3 millions. Amixem, 6 millions. Mister V, 5,4 millions d'abonnés. McFly et Carlito, 5,3 millions en forte croissance aussi par rapport à 2018. Et enfin, Le Rire Jaune qui clôt ce top 10 avec 5 millions d'abonnés. Donc là, tu vois qu'il n'y a aucune femme, aucune fille, aucune créatrice dans ce top 10 des créateurs en nombre d'abonnés. Natou est en fait sorti du top 10 cette année. Top 10 des créateurs en vidéo vue, ça change un peu. Donc Squeezie toujours numéro 1 avec 1,3 milliard de vues. Ça stagne du côté de Squeezie. Mais la nouveauté de cette année, c'est Swan The Voice, Neo et Swan, les enfants qui génèrent 1,2 milliard de vues, qui rentrent dans ce classement, parce qu'avant ils étaient classés comme dans la catégorie musicale, vidéo musicale. Donc ils entrent dans ce classement et ils arrivent directement à la deuxième place avec 1,2 milliard de vues. Ils touchent principalement évidemment des enfants. Numéro 3, Brico Sympa, 1,1 milliard de vues, en forte croissance. Les Boys TV ensuite. Pareil, plutôt pour des enfants. Thibaut InShape, ensuite Furious Jumper, Lama Fâché, Michou, qui est très très populaire auprès des enfants et des ados. Amixem ensuite, et enfin McFly et Carlito qui
ferme ce top 10 des créateurs en nombre de vidéos vues. 393 millions de vues quand même hein, pour McFly et Carlito. En termes d'engagement, voici le top 10 des créateurs. Troche, évidemment, cette année puisqu'il y a eu un drama, une grande polémique autour de Troche. Mais je vais pas rentrer dans cette polémique. Avec 17,6% d'engagement, c'est énorme. En termes de taux d'engagement moyen pour le web, 17,6% c'est beaucoup. Luzmog, 16,8%. Ensuite, je connais pas ces youtubeurs. Hein. Kuduro, 16,1%. Mika, 15,8%. Juliette Jam, 15,2%. Just Elena, 14,6%. Lelé, 14,5%. Zartek, 13,1%. Chronique Fiction, 13%. Et enfin Bradley Well, 12,6%. Alors apparemment c'est un youtubeur qui doit avoir 82 000 je crois abonnés seulement, mais qui a un fort taux d'engagement et qui parle surtout de K-pop, des groupes coréens. La K-pop, très populaire auprès des ados français et notamment les jeunes françaises. L'humour et le gaming, thématique toujours leader du YouTube Game. Hein. Humour avec 14 milliards de vidéos vues. Ensuite le gaming avec 13,5 milliards de vidéos vues. La catégorie People en 3e position avec 11,9 milliards de vidéos vues. Catégorie enfant, 7,1 milliards de vidéos vues. Et enfin, la catégorie sport et fitness, 2,8 milliards de vidéos vues. En humour, c'est toujours les mêmes, hein, les gros youtubeurs français, top 5, Squeezie, Cyprien, Norman, Lama Fâché et Amixem. En gaming, Bigorneau et Coquillage, Hugo Posé, Cyril MP4, Anas et Gotaga avec 3,5 millions d'abonnements pour Gotaga. Le sport entre dans le top 5 des thématiques, ça c'est une nouvelle tendance. Was Freestyle que j'aime beaucoup avec 3 millions d'abonnements. Was Freestyle qui fait du freestyle foot hein, avec un ballon. Mohamed Eni, ça j'aime moins, 1,5 million d'abonnés. Sissi MUA, 1,3 million d'abonnés. Et Vince Sky que j'apprécie aussi énormément. 1,2 million d'abonnés. Et enfin Foot Mercato, le site qui cartonne, 1 million d'abonnés sur YouTube. Et le top 10 des vidéos enfin de créateurs YouTube les plus populaires en 2019, j'en ai déjà beaucoup parlé dans cette émission, un numéro rendez-vous. Mister V évidemment, la vidéo numéro 1 en 2019, Mister V Rap versus Réalité numéro 2 avec 31,1 millions de vues. Numéro 2, regardez attentivement chaque image de Squeezie avec 11,5 millions de vues. Numéro 3, On fait la paix, un clip musical de Cyprien et Squeezie suite à leur fausse dispute, à leur drama scripté écrit, 11,0 millions de vues. La Roumanie, Cyprien avec 11 millions de vues, puis VG Dream, sa parodie, la parodie de VG Dream, Ramener le grec à la maison, c'est Joyka, avec 10,7 millions de vues pour Joyka. Ensuite, nos pires anecdotes sexuelles, featuring plein de potes, McFly et Carlito, 9,8 millions de vues. Je te propose de retrouver cette infographie dans son intégralité dans le commentaire sous cette vidéo avec le lien direct. Autre étude très importante qui a été diffusée récemment, c'est l'étude de Médiamétrie avec les 10 chiffres d'internet en France. En 2019, Médiamétrie vient de publier son bilan annuel de l'utilisation d'internet en 2019 en France. 7 Français sur 10 se connectent tous les jours à internet. La France compte 53,1 millions d'internautes mensuels, soit 92% de foyers connectés dans l'Hexagone. Médiamétrie note que le marché connaît actuellement une certaine maturité. En 2019, les internautes se sont connectés en moyenne 22 jours sur un mois, soit 4 journées de plus qu'il y a 10 ans. Temps passé sur internet, 2h12 par jour. En moyenne, les Français passent 2h12 chaque jour sur internet. Ce chiffre cependant a nuancé entre la part des internautes les plus connectés et les plus modérés, ce qu'on appelle la fracture numérique. 6h53 pour 15% des Français les plus connectés, 7,6 millions d'internautes et notamment les jeunes, et 1h10 pour près d'un Français sur deux parmi les plus modérés, 25,4 millions d'internautes. 37,4 millions de mobinautes en 2019, c'est-à-dire des internautes qui surfent sur leur téléphone. Ainsi, 37,4 millions de Français se connectent chaque jour, en moyenne, sur Internet à partir d'un mobile, soit 3,4 millions de plus qu'en 2018. Le mobile est devenu incontournable lorsque l'on parle d'Internet, Mobile First. Il porte la croissance, 37,4 millions de Français sont des mobinautes quotidiens, c'est 7 millions de plus qu'il y a 2 ans et 4 internautes sur 10 utilisent exclusivement leur mobile pour surfer en France. Ça, on parle pas de la Chine ou de l'Inde, on parle vraiment de la France.
Pic d'audience, 9 millions de Français connectés à Internet à 21h07. Et c'est aussi pour ça que les youtubeurs publient leurs vidéos en début d'après-midi, genre à 13h, 14h, 15h, 16h ou 17h, pour que les vidéos rankent bien, se positionnent bien dans YouTube à 20h ou 21h lorsque les Français sont connectés. Le pic d'audience de la connexion Internet est atteint à 21h07 pour 9 millions d'internautes français. Quand ils surfent, ils recherchent avant tout des actualités et de l'information. 44,6 millions de visiteurs uniques chaque mois sur des sites et des applications d'actualité, plus 3,4 millions de plus qu'en 2018, soit plus 22% de temps passé en plus que l'an dernier. 80,6% des 15-24 ans visitent des sites ou des apps d'actualité chaque mois. Parmi les autres thématiques prisées par les internautes, on retrouve le divertissement et les services évidemment. Les acteurs se multiplient dans tous ces domaines et attirent autour de marques toujours plus puissantes. Ainsi en 2019, 77 marques rassemblaient chaque mois plus de 10 millions de visiteurs uniques contre seulement 17 il y a 10 ans. Un tiers du temps passé sur Internet consacré aux réseaux sociaux et aux messageries en ligne. Les interactions sociales occupent également une place importante dans les usages des internautes. 6 Français sur 10 se connectent chaque jour sur les réseaux sociaux et les applications de messagerie en ligne. Parmi le trio de tête, on retrouve les incontournables Facebook, Snapchat et Messenger. Et sans surprise, ce sont les jeunes qui sont les plus connectés à ces applications. Selon Médiamétrie, les 11-20 ans privilégient Snapchat et Instagram, tandis que les 25-34 ans sont davantage attirés par Facebook. L'étude de Médiamétrie note également le rôle joué par la vidéo, évidemment. Dans les pratiques en ligne, ce média séduit en moyenne 4 Français sur 10 chaque jour. 38% des vidéos consultées sur Internet sont visionnées par les 15-24 ans. Les autres chiffres à retenir, les 15-34 ans se sont connectés à Internet pendant plus de 3 heures chaque jour à partir d'un mobile. Les Français ont passé 22% de temps de plus sur la presse en ligne en 2019. Et enfin, 37% des internautes français ont visité des plateformes de télévision, de vidéo, de SVOD au quotidien. Coucou Netflix. En 2019, Snap a été le réseau social le plus populaire chez les Français de 11 à 24 ans devant Instagram. Mais Instagram a une autre force auprès des marques. Instagram surpasse Facebook en termes d'audience. De toute façon, Insta qui appartient à Facebook. Rapport Social Bakers, donc c'est une autre étude. Après l'étude Webedia et l'étude de Médiamétrie, je te parle du rapport Social Bakers. Instagram, plus fort que Facebook pour les marques. Parmi les 50 plus gros profils de marques, Instagram a une plus grande audience et près de 20 fois plus d'interactions que Facebook, selon le nouveau rapport sur les tendances du 4e trimestre 2019 de Social Bakers. Social Bakers, qui est un spécialiste de l'analyse des médias sociaux grâce à l'intelligence artificielle, et c'est une plateforme dédiée aux spécialistes du marketing, notamment au social listening. Et donc, selon ce rapport, Instagram dépasse Facebook en termes d'audience. Sur la base des 50 plus grandes marques mondiales, on constate un changement notable au 4e trimestre 2019 pour la première fois. Et c'est pour ça que je t'en parle. L'audience totale d'Instagram a dépassé celle de Facebook. En outre, le nombre total d'interactions sur Insta était près de 20 fois supérieur à celui de Facebook. Ainsi, même si les 50 premières marques ont publié plus de messages sur Facebook, l'engagement sur ces messages n'a pas atteint les chiffres qu'Instagram a pu atteindre. WhatsApp qui appartient aussi à Facebook. Pourquoi nos discussions privées sont visibles sur Google? Et pour moi, ça fait partie des news importantes de la semaine. Oui. Peut-être que ton numéro de téléphone que tu utilises pour WhatsApp a été publié sur Google et même tes conversations et tes groupes. En une simple recherche Google, votre discussion privée WhatsApp se dévoile à tous. Sur Google, on trouve en un clic des milliers de numéros français liés à WhatsApp. C'est une enquête vraiment très intéressante de Numérama. Et je t'invite d'ailleurs à lire cet article de Marie Durcan.
Google, Bing et d'autres moteurs de recherche indexent des liens d'invitation publique de la messagerie chiffrée WhatsApp qui permettent à n'importe qui de rejoindre de nombreuses conversations et d'avoir ainsi accès à des milliers de numéros de téléphone. Numérama a pu retrouver l'identité de plusieurs personnalités publiques en quelques minutes. Alors pourquoi ces numéros sont-ils accessibles si facilement ? C'est le vendredi 21 février 2020, donc il y a 2 jours, que le site américain Vice a publié un premier article mettant au jour cet étrange fonctionnement après un signalement d'un journaliste allemand de Deutsche Welle sur Twitter. En quelques recherches Google, les journalistes ont réussi à accéder à des conversations groupées WhatsApp sensibles et donc d'obtenir des centaines de numéros de téléphone en clair, notamment de politiciens, de politiques. Numérama a donc fait le test qui s'est avéré concluant. Alors je t'explique pourquoi. Selon l'experte Jen Wang, il pourrait s'agir d'une mauvaise configuration de WhatsApp qui a permis à environ 470 000 invitations de groupe, le nombre de résultats obtenus avec une recherche. Si tu fais la recherche chat.whatsapp.com ou site, la commande site:/chat.whatsapp.com dans Google, tu trouves 470 000 résultats, notamment des invitations de groupe, qui sont indexés par Google, alors qu'ils n'auraient pas dû l'être. Et Facebook apparemment serait au courant depuis novembre 2019. Ces liens de groupe sont générés lorsque dans une conversation de groupe, un administrateur clique sur l'option « Inviter à intégrer le groupe via un lien ». Une fenêtre s'ouvre alors qui génère ce lien, suivi de la mention « Toute personne ayant WhatsApp peut utiliser ce lien pour intégrer ce groupe. Partagez-le seulement avec les personnes en qui vous avez confiance. » Ce lien devient donc techniquement public, mais il est peu probable que les utilisateurs aient conscience qu'ils sont, par la même occasion, indexables et indexés par des moteurs de recherche et pas seulement Google d'ailleurs. Voici donc une capture d'écran, tu vois quand tu es sur WhatsApp, que tu es sur le groupe, info du groupe, et que tu cliques sur inviter à intégrer le groupe via un lien, tu as un disclaimer, un avertissement, qui te dit que ce groupe sera partagé et public. Et en fait, ces liens sont partagés sur Google. Ils sont indexés sur Google et donc on trouve 470 000 conversations de ce type sur Google. Et on retrouve facilement donc les numéros de téléphone des participants à ces groupes. C'est incroyable. Et après, les gens peuvent rejoindre ces groupes et donc lire tes messages. Google a pris connaissance de nos questions concernant cette indexation. Nous avons également contacté récemment la CNIL et Facebook sur le sujet. Notre mail datant de vendredi soir, cet article sera également mis à jour en cas de retour dans les prochains jours. Évidemment, je te tiendrai au courant de cette faille entre guillemets de WhatsApp, mais ça n'en est pas une puisque Facebook était déjà au courant depuis novembre 2019. Dans le reste de l'actualité, je vais te parler comme d'habitude des GAFAM et on commence avec Google. Les stratégies des GAFAM et des Big Tech dans la santé, je voulais vraiment te montrer cette infographie puisque Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft et Samsung sont en train de disrupter vraiment le secteur de la santé. Ils sont partout. Là, tu vois Alphabet, c'est Google, c'est le groupe derrière Google. Donc par exemple, dans le matériel médical, tu as GE, Samsung, Philips, recherche médicale, Amazon et Google, assurance santé, Amazon, Google, Oscar, distribution pharmaceutique, Amazon évidemment, offre de soins, Amazon, Apple et Alphabet, Google. Apple qui dit qu'ils vont devenir une entreprise de santé ces prochaines années. Apple qui investit massivement dans la santé. Biomédicaments, Samsung, robotique de service, Samsung. Réalité virtuelle augmentée dans la santé, alors là il y a tout le monde, Samsung, Facebook, Microsoft, GE, Intel, intelligence artificielle appliquée à la santé, IBM, Watson, GE, Alphabet, Microsoft, Amazon, Philips, Facebook, Intel. Voilà, je voulais juste te montrer l'impact de la révolution numérique sur le secteur de la santé qui sera de plus en plus dominé par les géants de la tech qui vont disposer de toutes nos données personnelles et notamment nos données médicales. Et d'ailleurs, le régulateur européen s'inquiète du rachat de Fitbit par Google. Rachat de Fitbit par Google, le régulateur européen s'inquiète pour les données personnelles. Le Comité européen de la protection des données, le EDPB, a exprimé des inquiétudes concernant l'acquisition par Google de Fitbit, un des leaders mondiaux des objets connectés spécialisés dans les activités sportives, le géant américain assurant jeudi protéger les données personnelles. Il est à craindre
que la poursuite de la combinaison et de l'accumulation des données personnelles sensibles concernant les personnes en Europe par une grande entreprise de technologie, américaine en plus, puisse entraîner un haut niveau de risque pour les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données personnelles, a noté le comité dans un communiqué adopté mercredi. Brexit, Google n'accordera plus la protection du RGPD à ses utilisateurs britanniques. Suite au Brexit, Google prévoit de placer les comptes de ses utilisateurs britanniques sous juridiction américaine. Actuellement hébergé en Irlande, où se trouve son siège social européen, ces données sont sous la protection du RGPD. Ce changement aura des conséquences importantes pour les citoyens britanniques car les États-Unis n'ont pas une législation aussi protectrice que les Européens. Google supprime 600 applications de son Play Store pour cause de publicité invasive. Google n'aime pas les publicités invasives et le fait savoir. Google teste la fonctionnalité AMP, ça veut dire Accelerated Mobile Pages, dans les résultats desktop, ça veut dire les résultats sur ordinateur. En 2016, Google déclarait qu'il voulait transformer les pages non AMP sur mobile automatiquement en pages AMP. AMP, c'est un format créé par Google. Bref, il y a longtemps que Google envisage de rendre le web non seulement plus sûr via le HTTPS, mais aussi plus rapide via la fonctionnalité AMP. Et une info relayée par Search Engine Journal rapporte que Google a été repéré servant des pages AMP, normalement mobiles, dans les résultats de recherche sur ordinateur, dans ce qui semble être soit un test ou un bug. Alors moi aussi je l'ai remarqué, et c'est pas nouveau. Cette IA, cette intelligence artificielle de Google abandonne les labels genrés hommes et femmes pour les photos. Puisque l'apparence ne définit pas le genre, Google a décidé de ne plus inclure ce biais dans son intelligence artificielle Cloud Vision de reconnaissance faciale sur les photos. Apple pourrait donner plus de liberté dans le choix des applications par défaut. Le géant y est incité par les enquêtes antitrust dont il fait l'objet. Donc en fait, Apple est un peu forcé à le faire. Apple va permettre de choisir des applications comme Chrome ou Gmail par défaut. Jusqu'à présent, l'environnement était imposé par défaut aux utilisateurs, mais les choses ne vont pas tarder à évoluer. Facebook va vous payer pour écouter vos enregistrements vocaux, mais pas de quoi vous rendre riche pour autant. Facebook est prêt à payer la somme de 4,70 €, 62 € seulement, pour vos enregistrements vocaux. Donc 4 € pour avoir tes enregistrements vocaux. Le géant de Menlo Park paiera dorénavant certains de ses utilisateurs en échange de quelques enregistrements vocaux. L'objectif, comme d'habitude, améliorer sa technologie de reconnaissance vocale. Alors c'est bien que Facebook le fasse, propose de payer parce que d'autres géants de la tech ne le font pas. Ils vous enregistrent et améliorent leur reconnaissance vocale et leur IA sans vous payer. Bien sûr, Facebook n'est pas le seul à avoir été pris la main dans le sac en écoutant aux portes. Amazon, Apple, Google et Microsoft ont tous aussi été retoqués pour avoir écouté et analysé des enregistrements vocaux sans en avoir informé leurs utilisateurs. Le fisc américain réclame 9 milliards de $ d'arriérés d'impôts à Facebook à San Francisco. Un procès s'est ouvert opposant le service des impôts fédéral au premier réseau social mondial. Le motif, ne pas avoir payé assez de taxes. En Suisse, liker des contenus diffamatoires sur Facebook est désormais un délit. Le tribunal fédéral vient de confirmer que tout ce qui contribue à propager des propos diffamatoires est punissable par la loi, pour éviter évidemment la propagation notamment des fake news ou d'informations diffamatoires. Là-dessus, on va parler de Netflix. Plombé par le streaming, la télévision par câble et par satellite chute aux États-Unis. Les changements initiés par l'éruption d'acteurs comme Netflix commencent à sérieusement se faire ressentir et beaucoup d'acteurs de la télévision, notamment en France, se moquaient des opérateurs du streaming en disant qu'ils ne seraient pas menacés par les services de SVOD, évidemment. Ils le sont, comme aux États-Unis, et ce qui se passe aux États-Unis va arriver prochainement en France, évidemment.
Certains acteurs de la télévision payante s'orientent vers le streaming. Alors c'est vrai que le marché de la télévision en plus est très différent aux États-Unis, puisque les acteurs de la télévision payante sont beaucoup plus puissants aux États-Unis qu'en France. Parmi les principaux perdants, on trouve AT&T, qui a perdu 1,16 million d'utilisateurs, mais aussi des réseaux comme Comcast, moins 149 000, et Charter, moins 101 000. Il faut dire que ces services ont eu fort à faire l'an dernier, outre la concurrence désormais classique de Netflix et Hulu, qui appartient à Disney. Ils ont également vu débouler de nouvelles plateformes de streaming très ambitieuses comme Disney+, ou Apple TV+. Si l'on se place sur un temps plus long, le résultat est encore plus frappant. En 2009, écoute bien, en 2009, 87,8% des ménages américains étaient abonnés à un service de télévision payant, soit près de 90% de la population américaine, contre seulement 65,3% en 2019. Seulement 65,3% en 2019 de ménages américains abonnés à un service de télévision payant. Cette baisse s'inscrit donc dans la durée et n'est pas uniquement liée à l'arrivée de nouveaux acteurs sur le marché. Face à cette nouvelle donne, les acteurs traditionnels tentent de s'adapter en proposant à leur tour un service de streaming. C'est exactement ce qu'a fait Warner Media, qui appartient à AT&T, qui s'apprête à lancer HBO Max au printemps prochain. Je t'en ai parlé d'ailleurs lors de ma vidéo d'hier sur le retour de Friends sur HBO Max, qui sera lancé en mai 2020 aux États-Unis. NBC Universal, autre chaîne très importante aux États-Unis, fait de même en proposant la plateforme Peacock, qui sortira en avril 2020 aux États-Unis. D'autres réseaux comme Discovery, Viacom CBS ou AMC Networks ne semblent quant à eux pas avoir de solution pour s'en sortir hors de la télévision par satellite pour l'instant. Disney+, d'ailleurs, qui va arriver en France, je te le rappelle, dans un mois seulement, le 24 mars. Pourquoi Netflix trouve la future loi sur l'audiovisuel trop contraignante? Évidemment, ça se passe en France. Le leader du streaming vidéo serait non seulement obligé de produire beaucoup plus de fiction française, mais aussi de soutenir des films qu'il ne pourrait pas proposer immédiatement sur sa plateforme. La France va-t-elle réussir à faire plier Netflix ? Le projet de loi sur l'audiovisuel vise à le faire davantage participer à la production locale comme les autres plateformes de SVOD dont les sièges sont basés dans d'autres pays européens. Selon le texte, 25% du chiffre d'affaires réalisé en France par Netflix devrait être investi dans des œuvres européennes, principalement françaises. Cela représenterait un montant de 200 millions d'euros, soit 2 fois plus qu'actuellement. Un Final Cut serait aussi accordé aux réalisateurs, conformément aux droits d'auteur en France, de quoi contrarier Netflix qui préfère le principe du copyright où le producteur a le dernier mot. Environ 45% de cet argent investi concernerait des films de cinéma sortant en salle. Netflix ne pourrait donc pas les proposer immédiatement dans son catalogue, conformément à la chronologie des médias française qu'il a toujours critiqué. Netflix va enfin devoir investir dans les droits de production indépendante qui lui seront réservés pour une durée de seulement 5 ans. Enfin, une TVA est à prévoir de 20%, ainsi qu'une taxe payée au CNC, au Centre National du Cinéma. L'addition s'annonce donc très très salée pour Netflix en France. Netflix, je te le rappelle, qui a relancé ses activités en France en créant son propre bureau à Paris. 3e siège européen, Netflix à Paris. Comment Quibi veut devenir l'alternative principale à Netflix sur mobile? Ça fait des mois et des mois que je t'en parle. La concurrence va devenir encore plus rude en 2020 sur le marché du streaming. Alors que Disney et Apple étaient entrés dans la danse fin 2019 pour contrer Netflix et Amazon, de nouveaux acteurs vont tenter leur chance dans ce secteur ultra compétitif. Au printemps, Warner Media va ainsi lancer HBO Max, tandis que NBC Universal mettra sur orbite Peacock, mais le service qui suscite le plus d'attentes, c'est peut-être Quibi, le diminutif de Quick Bites, bouchée rapide, une plateforme qui va surtout produire des contenus pour mobile. Un projet à 1,4 milliard de dollars, avec plein de milliardaires et de grands réalisateurs qui investissent dans cette nouvelle plateforme pour concurrencer Netflix.
Lancement imminent pour cette plateforme de streaming soutenue par 2 milliardaires. Tremble Netflix, ce petit nouveau compte frappé fort dès le début et dispose de soutien de taille. À l'origine de Quibi, il y a 2 milliardaires, donc Meg Whitman, femme d'affaires et femme politique américaine, ainsi que Jeffrey Katzenberg, producteur hollywoodien de longue date. Ces deux associés ont aidé la start-up à lever jusqu'à 400 millions de dollars. En ce qui concerne le modèle économique, Quibi s'inspire plus de Hulu que de Netflix ou Amazon Prime Video, c'est-à-dire qu'elle s'appuie sur les abonnements et la publicité sans posséder de droits d'auteur pour ses contenus. Avant Quibi, la France avait déjà tenté l'expérience de format Black Pills avec Black Pills, qui était une start-up aussi pour diffuser des contenus sur mobile, des contenus verticaux. Une plateforme en partie financée par Xavier Niel qui proposait du contenu assez similaire. Aujourd'hui, la plateforme s'est éloignée du format mobile puisque son application a été arrêtée, mais elle continue à produire des films et séries, donc vraiment très dommage que cette start-up Black Pills se soit arrêtée. Ils ont complètement arrêté leur application de diffusion de formats de séries mobiles, etc. Maintenant, ils se consacrent surtout à la production. Tesla obtient l'approbation de raser la forêt berlinoise pour y implanter sa Gigafactory. Tesla s'apprête à s'installer en Europe malgré la pression des militants écologistes. Uber permet désormais de remonter un comportement inapproprié durant le trajet. Une nouvelle fonction permet aux utilisateurs Uber de remonter le moindre souci avec une course avant même la fin de cette dernière. Autre news tech du jour. Désinformation. Twitter souhaite signaler les tweets mensongers des politiciens. Twitter continue sa lutte contre la désinformation. Twitter affichera les tweets qui diffusent de fausses informations en orange. Le réseau social est en train de tester un système qui donne la possibilité de repérer facilement les tweets douteux publiés par des politiciens et autres personnalités. Ces messages diffusant des fake news seront affichés en orange. TikTok met en place un contrôle parental afin de protéger ses jeunes usagers. Enfin, TikTok permet aux parents de contrôler l'activité de leurs enfants sur l'application. TikTok va aider les parents à contrôler l'activité de leurs enfants sur la plateforme. Le contrôle parental fait son apparition sur la célèbre application. Des vidéos apparaîtront en fonction du temps d'utilisation de l'application pour inciter à faire des pauses ou se déconnecter. Spotify met en avant ses podcasts avec un nouveau design inspiré d'Apple. Spotify continue de mettre les bouchées doubles pour mettre en avant ses podcasts. D'ailleurs, je te rappelle que Num Rendez-vous est disponible en podcast sur toutes les plateformes, notamment sur Apple Podcast, Google Podcast et justement Spotify. Une intelligence artificielle a conçu un antibiotique surpuissant. C'est une première. La recherche fondamentale d'antibiotiques pourrait connaître un grand coup de boost grâce à l'intelligence artificielle. Le MIT a développé un algorithme de machine learning qui vient de faire ses preuves et c'est une première. Cette IA peut prévenir de manière fiable les AVC et les crises cardiaques. Ce nouvel outil d'analyse pourrait venir en complément du travail des médecins, avant de les remplacer complètement. Coronavirus, Moscou déploie la reconnaissance faciale pour surveiller les malades. 2500 personnes sont actuellement surveillées de très près dans la capitale russe. Par crainte du coronavirus, cette université va effectuer sa remise des diplômes via la blockchain. L'établissement sud-coréen préfère éviter tout risque de contamination pour ses élèves. Les algorithmes seraient meilleurs que les humains pour prédire les risques de récidive. Le logiciel démontre sa supériorité, mais une surveillance humaine reste plus que jamais nécessaire pour l'instant. La Banque centrale suédoise est la première à tester une monnaie numérique. Les billets de banque ne représentent plus que 1% du PIB suédois. Chine. Les États-Unis font tout pour convaincre le Royaume-Uni d'abandonner Huawei. Aucun accord pour l'instant n'a pu être trouvé entre Mulvaney et Cummings cette semaine. Et enfin News France, moins de 23 millions d'euros levés. Toute petite semaine pour les startups françaises. C'est vrai que c'est très peu, même au niveau français. Nawa Technologies dans l'énergie a levé 13,3 millions d'euros. Shotgun dans l'événementiel a levé 2 millions d'euros. Et Data Galaxy dans le Martech a levé 1,7 million d'euros. Donc toute petite semaine pour les startups françaises.
Et on termine pour un petit point culture geek. L'équipe de The Mandalorian, la série événement sur Disney+, Star Wars, dévoile les innovations technologiques derrière la série. Lors du tournage de la série The Mandalorian, diffusée fin mars sur la plateforme Disney+, à son lancement en France le 24 mars 2020, le réalisateur et son équipe ont utilisé un moteur 3D à même de projeter les effets spéciaux sur un immense écran LED. De quoi réduire les coûts de production et faciliter l'immersion des acteurs. Tu vois, ça ressemble à ça si tu regardes ma vidéo sur YouTube. C'est assez incroyable. À coup d'innovation technologique, Industrial Light and Magic ILM, une filiale de la société de production Lucasfilm, a permis aux acteurs de s'immerger entièrement dans le décor en diffusant les effets spéciaux sur un immense écran LED à 270 degrés. Une prouesse technique permise par le moteur 3D Unreal Engine 4 d'Epic Games. Une puissance de calcul inédite. Après avoir conquis les développeurs de jeux vidéo, ces moteurs 3D temps réel investissent aujourd'hui les studios de production de visuels. Dans les faits, ils permettent de générer des effets spéciaux plus rapidement, voire quasi instantanément, puis dans ce cas précis, de les diffuser sur le mur de LED semi-circulaire et haut de 6 mètres. Selon le réalisateur de la série, Jon Favreau, que j'adore, cette technologie va révolutionner la manière de filmer. Elle permettra aussi de réaliser des économies à terme en limitant les coûts liés aux nombreux changements de décor. Je t'invite d'ailleurs à regarder la vidéo qui accompagne cet article. The Mandalorian qui sera disponible sur la plateforme Disney+, qui arrive en France, je te le rappelle, le 24 mars 2020, et j'ai eu la chance d'ailleurs de dévorer, de regarder, de binge-watcher cette série The Mandalorian qui est vraiment sublime en termes d'effets spéciaux. Le point faible de cette série, je dirais que c'est son scénario qui n'apporte pas grand-chose et qui est assez long en termes de rythme, mais c'est une très très belle série et qui a le mérite en plus d'être respectueuse de l'univers Star Wars, contrairement au nouveau film produit par Disney. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir écouté NUM Rendez-vous, on se retrouve très bientôt sur ma chaîne superfan.fr pour des news mises à jour en temps réel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tu le sais, j'ai 2 comptes Twitter pour ça, donc n'hésite pas à me suivre. NumRDV, mon compte en français, et TechRDV, mon compte en anglais. Je te souhaite un excellent dimanche et on se retrouve très bientôt sur ma chaîne. D'ailleurs, si tu apprécies mes vidéos, n'oublie pas de laisser un pouce en l'air s'il te plaît, de liker et de commenter cette vidéo et de la partager avec tous tes amis et tous tes potes et tous tes collègues. Merci d'avoir regardé NUM Rendez-vous ou d'avoir écouté NUM Rendez-vous. À bientôt, salut, ciao.